Alors oui, des preuves de lien entre endométriose et troubles urinaires, on en a énormément. Il y a toute une littérature scientifique autour du thème qui est disponible dans les ressources gratuites sur Internet. Vous pouvez faire une recherche sur PubMed. Alors, la question est de savoir de quel type de lien on parle entre endométriose et troubles urinaires, parce que l'endométriose est un facteur de risque très important de troubles urinaires qui peuvent être inflammatoires ou qui peuvent être bactériens, donc infectieux. Là, pour vous, il y a énormément de mécanismes qui malheureusement font que l'endométriose peut entraîner une problématique de cystite bactérienne, cystite abactérienne. Les principaux phénomènes, les phénomènes les plus communs sont dans le cas de la cystite abactérienne, le fait que l'endométriose est par nature une pathologie inflammatoire pelvienne. Donc, en déclenchant de manière cyclique une inflammation au niveau du plancher pelvien, l'endométriose peut atteindre les voies urinaires et entraîner des épisodes justement similaires à une cystite, mais tout à fait abactériens. Ces épisodes-là, on les identifie, on les repère et on comprend qu'ils ont pour origine l'endométriose par rapport au fait que le CBU réalisé à ce moment-là va être totalement exempt d'hématies, évidemment totalement exempt de bactéries et aussi totalement exempt ou avec une très petite leucocyturie. Donc dans ces situations-là, si on sait que la personne souffre d'endométriose, on peut attribuer l'épisode aigu de cystite abactérienne à l'endométriose. Il y a une autre situation dans laquelle l'endométriose peut être responsable de cystite abactérienne et c'est très commun chez les femmes qui ont une endométriose avec des lésions endométriosiques qui sont installées au niveau des ligaments utérosacrés. Ce sont les situations dans lesquelles l'endométriose, par rapport à la localisation des lésions endométriosiques, entraîne une altération de type neuropathique au niveau du plancher pelvien. L'altération neuropathique, c'est en fait le système électrique de l'organisme qui permet, donc au niveau du tissu nerveux, qui permet au cerveau de dialoguer avec les organes, qui va avoir un tilt, qui va avoir un bug et qui va dysfonctionner ou mal fonctionner. Dans ces situations-là, le CBU est absolument parfait, il n'y a aucune anomalie. Parfois, il peut y avoir une petite leucocyturie, hématurie augmentée dont on n'arrive pas à comprendre l'origine. Et en fait, la cause est vraiment l'endométriose. Et dans ces situations-là, on a une augmentation abnorme des symptômes totalement abactériens juste avant les menstruations et un écroulement, voire une disparition totale des symptômes pendant les menstruations. Ça, c'est un critère qui doit nous faire penser qu'il peut y avoir une problématique neuropathique. Évidemment, en fonction de la cause de la cystite abactérienne, là les deux que je viens d'illustrer, si la cystite abactérienne est causée par l'inflammation pelvienne, on va intervenir plutôt avec un prisme anti-inflammatoire, donc on peut utiliser Alacare pour la quercétine et l'acide alpha-lipoïque, on peut utiliser Cysticare pour la quercétine et les chondroprotecteurs, on va évidemment utiliser Osilium forte pour la prévention des infections urinaires opportunistes, de l'inflammation et tout l'ensemble des principes actifs qui sont à l'intérieur du produit qui ont une action antioxydante, anti-inflammatoire, apaisante. Alors que si la cystite abactérienne causée par l'endométriose a une racine ou une nature neuropathique, on va plutôt aller travailler sur l'aspect entre guillemets analgésique, c'est-à-dire avec des principes actifs comme l'APA, encore une fois l'acide alpha-lipoïque, on va travailler sur la protection de la gaine myélinique au niveau des tissus nerveux, et donc encore une fois on peut utiliser Alacare par exemple. L'autre mécanisme qui peut mettre en relation endométriose et cystite, donc là pour le coup bactérienne, c'est un mécanisme de augmentation de la perméabilité pelvienne et en l'occurrence de la perméabilité intestinale et vésicale aux bactéries en raison de l'existence d'une endométriose. Ça c'est quelque chose qu'on vérifie quand les lésions endométriosiques sont très éparpillées, même si elles ne sont pas très grosses, très éparpillées dans le plancher pelvien, notamment avec une atteinte au niveau du rectum. Ou bien en post-opératoire quand il y a eu une première intervention de retrait de l'endométriose. Pourquoi ? Parce qu'en post-opératoire, on va rencontrer des adhérences.
S'il n'y a pas eu d'intervention, les lésions endométriosiques agissent comme des espèces de passerelles qui favorisent le passage des bactéries de l'intestin vers la vessie et donc la colonisation des voies urinaires par des bactéries d'origine intestinale qui deviennent uropathogènes et qui sont responsables d'infections urinaires. Évidemment, dans tous ces cas-là, quand on comprend que la cystite, qu'elle soit bactérienne, qu'elle soit abactérienne, a pour origine l'endométriose, c'est opportun de travailler en prévention de la cystite de manière ciblée, mais évidemment d'avoir une prise en charge en amont de l'endométriose pour tordre le cou à la cause primaire et à la cause d'origine. Je rappelle à ce propos-là, en précisant que je ne suis pas médecin, donc évidemment ça n'est pas un conseil médical, mais je parle du point de vue des recommandations en vigueur. Je rappelle que l'une des premières mesures thérapeutiques quand il y a découverte d'une endométriose, quelle que soit son extension, c'est la thérapie hormonale, donc en l'occurrence l'utilisation de pilules à base de progestérone en prise continue. Pourquoi ? Parce que l'endométriose est une maladie chronique évolutive et que même chez un sujet chez qui elle est peu développée, à partir du moment où elle est identifiée, on sait qu'elle peut progresser. Et on ne connaît pas la vitesse de progression. Il y a des sujets chez lesquels elle va rester latente pendant 10 ans pour exploser en l'espace de quelques mois et envahir totalement le plancher pelvien. D'autres chez qui elle a une croissance régulière. D'autres encore chez qui il va y avoir des poussées puis des arrêts. Donc dans tous les cas, si vous savez que vous avez une endométriose, discuter avec un professionnel, gynécologue, sage-femme ou spécialiste de l'endométriose pour avoir une prise en charge thérapeutique qui soit adaptée ou s'il y a abstention thérapeutique, avoir au moins des contrôles qui soient réguliers. Moi, ça m'arrive très fréquemment de parler avec des femmes qui souffrent d'endométriose, qui ont fait une IRM de diagnostic de l'endométriose il y a 4 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans, qui n'ont pas mis en place de thérapie et qui sont sans suivi et sans thérapie depuis leur diagnostic, avec donc une évolution sous-jacente de la problématique à bas bruit qui entraîne d'autres complications au niveau pelvien, donc apparition de cystite, apparition de douleurs pelviennes, apparition de névralgie pudendale. On n'en comprend pas l'origine et en fait on se rend compte que l'origine c'est l'endométriose qui malheureusement n'a pas été bien prise en charge et n'a pas été prise en charge précocement.